bienvenue sur cette table ronde intitulée Transport collectif, covoiturage, comment diminuer la place de la voiture en ville. Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir monsieur David Béliard, qui est adjoint à la maire de Paris, qui est en charge de la transformation de l'espace public, des transports, des mobilités, du code de la route et de la voirie. Monsieur Nicolas Brusson, cofondateur de la plateforme Blablacar, et madame Stéphanie Gosset, qui est cofondatrice de The Way, donc la start-up spécialisée dans la location de scooters électriques avec une recharge en moins de 50 secondes. Voilà, merci à tous les trois d'être là pour répondre à cette problématique. Juste avant de vous laisser la parole, juste pour rappeler le contexte sur la voiture. Aujourd'hui, on a plus de 40 millions de voitures qui sont en circulation. Le transport compte pour 30% des émissions de gaz à effet de serre. La voiture en est responsable pour plus de la moitié. Et plus généralement, au niveau santé, elle est responsable, en tout cas, 40 000 décès ou plus sont attribués aux émissions de particules fines, principalement en ville. Donc c'est une vraie question, cette voiture, cette place de la voiture dans la ville. Et déjà, on va introduire par un premier grand sujet sur est-ce qu'il faut pénaliser finalement les automobilistes. Je vais m'adresser en premier lieu à monsieur Béliard et puis revenir sur l'actualité aussi dès le début. Je vous laisse pas tranquille, mais je vais revenir sur ce périphérique à 50 km/h. Quel est vous, déjà, est-ce que sera mis en place et puis pourquoi limiter à 50 km/h et est-ce que ça va peut-être réduire aussi le nombre de voitures à Paris? Ça, c'est votre question? C'est plein de questions. Parce qu'il y a beaucoup de questions. Ah, d'accord. Alors, je ne sais pas s'il faut rentrer par le petit bout ou le grand bout de la lorgnette, je ne sais pas. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation et pour ce débat. Juste peut-être un petit point sur la question de la voiture ou la voiture individuelle, ce qui nous est posé aujourd'hui dans un contexte d'accélération des dérèglements climatiques, dans un contexte aussi de bombes sanitaires. Je vais revenir sur la question notamment du périphérique. C'est que nous avons pensé la voiture comme un outil magique extrêmement simple, de solutions ultra efficaces pour faire de 0 à 1000 km dans des conditions finalement de sécurité et de confort qui pourraient apparaître optimales. Et on s'aperçoit depuis déjà un petit moment, puisque dès le début de la massification de la voiture individuelle, quand même un certain nombre de penseurs, de chercheurs ont quand même déjà émis et produit un discours critique sur ce qui était en train de se passer. Mais on voit bien, que cette solution, elle a des effets qui sont des effets pervers et qui mettent en danger même la vivabilité de notre modèle. On ne peut pas continuer à faire ça et on ne peut pas continuer à se déplacer en voiture individuelle avec un système où finalement, qu'importe où nous serions, nous pourrions prendre notre voiture en bas de chez nous et effectuer notre déplacement seul dans cette voiture. Et en fait, la question plus large, la question du dérèglement climatique qui pose 1000 questions, notamment celle démocratique, mais ce qui est interrogé, c'est notre liberté de nous déplacer, c'est notre capacité à nous déplacer. Dans un monde à 50 degrés, comment on va se déplacer et comment on peut continuer à garantir le droit universel finalement à la mobilité. Et c'est pour ça que la question de pénaliser, tout ça, je ne m'y retrouve pas du tout dans les termes. C'est-à-dire que tout ça, le rôle de pouvoir public que je représente ici, en tout cas modestement sur une collectivité comme Paris, c'est d'organiser des modes de déplacement qui permettent à chacun et à chacune de pouvoir jouir d'une certaine manière de ce droit qui est, je trouve, un droit fondamental nécessaire à l'émancipation de tout à chacun et tout à chacune, de se déplacer dans de bonnes conditions, en ayant, ou en tout cas en ayant des effets qui soient les moins pervers possibles, voire parfois bénéfiques, puisque par exemple, marcher, c'est 0 émission de carbone, quasi pas, et c'est très bon pour la santé. Donc, c'est juste pour reposer un peu ce qui est posé aujourd'hui, c'est l'arbitrage. Ce sont des arbitrages, c'est l'organisation d'un système de déplacement qui sort du tout voiture pour aller vers un système qui est effectivement plus complexe, plus compliqué, mais je trouve, en tout cas là on a deux acteurs qui sont de représentantes d'acteurs qui sont engagés dans ces mobilités décarbonées, je trouve assez passionnantes.
Ensuite, sur le périph', et j'irai très vite, il y a un débat sur le périph'. C'est un débat qui, malheureusement, est un jeu de posture politique. Je ne vais pas dire l'inverse. Pourquoi nous voulons faire la réduction de la vitesse sur le périphérique? Il y a plein de raisons. Mais la première, c'est que si nous voulons faire une voie dédiée au covoiturage et au transport en commun, le CEREMA, qui est un organisme donc indépendant de la ville de Paris, nous demande, en tout cas nous conseille très fortement, pour assurer la sécurité de cette voie dédiée, eh bien, de passer à 50 km/h pour fluidifier, pour sécuriser notamment les passages, les entrées de voie et les sorties de voie. Et donc, ça fait partie d'un projet qui est un projet global. Ce projet global, il était dans le dossier des Jeux Olympiques. Les gens ont voté, enfin, Clément Beaune n'a pas voté peut-être, mais par contre, toutes les familles politiques qui aujourd'hui nous disent « Oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce que vous faites? Vous le faites tout seul et on vient de le découvrir parce qu'on s'est levé le matin et que tout à coup la maire de Paris a dit « Tiens, je vais faire une voie dédiée ». Non, tout ça était prévu depuis 10 ans, enfin 5, 6 ans, 7 ans. Tout ça est dit. Donc oui, nous allons le faire. Nous allons le faire parce que c'est un engagement. Ensuite, nous allons le faire parce que c'est bénéfique. Parce que nous sommes face à, là encore, une bombe sanitaire. 550 000 personnes qui habitent à proximité du périphérique, c'est l'équivalent de Lyon. Ces gens respirent et respirent la pollution et subissent le bruit dans des conditions qui sont des conditions intenables. Et ce sont évidemment celles et ceux qu'on n'entend pas, parce que ce sont les plus pauvres, les plus modestes. Ils sont très loin de nos plateformes pour aller donner leur avis dans des consultations que nous avons réalisées. Parce qu'évidemment, c'est que les gens qui sont les plus insérés qui le font et qui sont souvent les plus loin du périphérique. Donc, ils ne font que user l'infrastructure sans en subir les conséquences. Eh bien, moi, ça m'intéresse aussi de travailler pour celles et ceux qui subissent aujourd'hui les conséquences des infrastructures et qui sont en plein dans les externalités négatives de la voiture individuelle et du tout voiture individuelle, comme je l'ai précisé en introduction. Merci beaucoup. Justement, le souci aussi qui se pose, c'est que les gens qui empruntent notamment le périphérique n'habitent pas souvent dans Paris, ils habitent plus loin. Monsieur Mousson, vous avez une solution qui est le covoiturage. Vous avez parlé de la voie de covoiturage. Vous avez notamment aussi développé le covoiturage au quotidien. Est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu cette solution? Comment ça fonctionne? Est-ce que ça peut diminuer en tout cas le nombre de voitures sur le périphérique? Oui, tout à fait. Donc déjà, je pense qu'il faut, peut-être si on dézoome un petit peu, il y a quand même différentes réalités sur le territoire. Et le covoiturage va jouer sur certaines parties du territoire beaucoup plus que sur d'autres. Donc ce que je veux dire par différentes réalités, c'est que si on regarde les villes, dans les villes, on va avoir, alors je ne me souviens plus des chiffres exactement, mais je crois que l'ensemble des villes, ça doit être 2/3 des ménages qui possèdent une voiture, ce qui est probablement trop, et qui font en gros 40%, je crois que c'est à peu près ça, de leur mobilité. Je crois que c'est ça, hein, 40% de leur mobilité en voiture, ce qui est probablement trop. Si on regarde les zones peu denses, les zones rurales, c'est plus de 90% des ménages qui ont des voitures et qui font plus de 80% de leur trajet en voiture. Maintenant, si on regarde ça, cette partie-là, donc plus, on va dire, zone peu dense, on est sur de la mobilité contrainte. Donc en réalité, on pourrait imaginer un monde sans voiture, mais ça ne fonctionnera jamais. Pour le moment, en tout cas pas dans un horizon de temps raisonnable. Donc la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on l'utilise de manière plus intelligente? Et quand on regarde comment elle est utilisée, aujourd'hui, c'est d'un point de vue environnemental et économique aberrant, c'est catastrophique. Donc pour mettre quelques chiffres là-dessus, c'est 15 millions de Français qui utilisent leur voiture tous les jours, qui font typiquement 2 trajets, parce qu'ils font au moins un aller-retour, voire plus, donc on a 30 millions de trajets, et la voiture est en gros pas occupée. Le taux d'occupation, 1,2, je crois, enfin pareil, il y a plusieurs chiffres qui tournent. Donc en gros, on a quand même 100 millions de sièges vides, grosso modo, qui se baladent sur le territoire et qui font en moyenne 20 km. C'est du délire, d'un point de vue économique, environnemental, etc. Enfin, je veux dire, si ces voitures appartenaient à une entreprise, personne ne ferait jamais ça. D'un point de vue transport, c'est une aberration. Donc en effet, nous, on s'efforce à remplir les voitures, c'est notre mission, avec du covoiturage. J'ai envie de dire, les gens n'ont pas attendu des mesures récentes pour le faire, hein. Ça fait 15 ans qu'on s'est lancé. Et juste pour l'anecdote, c'est toujours intéressant de parler de ça. Quand on a lancé ça il y a 15 ans, on nous disait, écoutez, si 100 000 personnes utilisent votre truc d'autostop en ligne, c'est un miracle. Au niveau global, on a 100 millions de personnes qui sont inscrites sur Blablacar. Donc on peut se tromper d'un facteur 1000 sur 15 ans en termes d'évolution de comportement. Donc ça, c'est rassurant. On peut se dire que dans 15 ans, il se passera des trucs intéressants. Ouf, on verra. Mais donc maintenant, le covoiturage urbain, domicile-travail, là, on cherche vraiment à capter les trajets typiquement de 10 à 40 km
qui sont les trajets donc, du quotidien sur le domicile travail. Et donc, on a créé, et on n'est pas les seuls, maintenant il y a plusieurs applications, plusieurs acteurs, et qui permettent de créer en fait des équipages. Il faut comprendre un peu comment ça marche. Les gens se retrouvent, on crée des équipages, et plus de gens proposent de trajets, plus on a une densité géographique et temporelle qui permettent de matcher les gens au plus proche de leur heure de travail et au plus proche de l'endroit. Maintenant, quand on voit où est-ce que ça a vraiment de la valeur, en fait, c'est dans tous les trous de réseau. C'est-à-dire que, est-ce que le covoiturage domicile-travail a du sens dans Paris ? Non, en fait, pas beaucoup. Et d'ailleurs, on le voit dans nos chiffres. Si on regarde sur l'Île-de-France, je crois que c'est 6%, enfin 4, 5 ou 6% des trajets domicile-travail en covoiturage rentrent dans Paris. Et ce qui est normal. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, le gros du travail pour le covoiturage domicile-travail, ça va être plutôt de faire des points de rupture autour de Paris pour ensuite connecter à tout le reste du réseau qui peuvent être les métros, métro, tram, vélo, etc., etc. Mais sur toutes les zones périurbaines, et je termine là-dessus, et toutes les zones rurales, en fait, c'est le covoiturage est la manière la plus efficace d'un point de vue capitalistique déjà, de transporter les gens, de remplir les voitures, et d'un point de vue environnemental, vous l'avez rappelé, en gros, c'est la moitié de 30% des émissions de CO2. C'est énorme. C'est énorme. Donc l'enjeu environnemental est énorme. Vous n'avez pas le mot pénaliser, mais effectivement, il y a quand même des leviers qui peuvent permettre aux personnes de changer, en tout cas un petit peu de moyens de transport. Vous proposez une solution justement qui est assez innovante en termes qui va lever notamment le frein sur l'autonomie des véhicules et sur l'électrique en particulier. Vous pouvez nous... Je crois que pour rebondir sur ce qui a été dit, en fait, plutôt que la question de la pénalisation, il faut d'abord se poser la question des solutions alternatives qui en fait vont être pertinentes pour répondre à l'usage de chacun. Et le tout à un prix qui soit accessible. Donc nous, quand on a regardé le marché du scooter, le marché du scooter thermique, qui est quand même un marché de masse, puisqu'on parle de 3 millions de véhicules en France, un vrai sujet aussi en Ile-de-France, puisqu'il y a plus de 300 000 véhicules scooters thermiques qui circulent. On s'est dit finalement comment ça se fait qu'il y ait ce décalage entre cette intention de passer à l'électrique. Lorsque vous avez des études Ipsos-Sonco, si je puis dire, il y a 75% d'intention de passer à l'électrique et finalement les gens ne basculent pas. On était sous les 10% de pénétration de l'électrique. Et avec la solution The Way, où modestement on dit qu'on révolutionne la mobilité urbaine, en fait, qu'est-ce qui est au cœur de l'innovation ? C'est qu'on lève cette contrainte effectivement du temps de recharge et de l'autonomie, puisqu'il faut à peu près 4 heures pour récupérer 40 km d'autonomie sur un scooter électrique classique, avec l'échange de batterie. C'est-à-dire que vous allez pouvoir swapper votre batterie d'un geste, un nouveau geste vers, si je puis dire, de la mobilité urbaine. Vous approchez d'une station d'échange que vous pouvez voir là dans le couloir, si je puis dire, de l'hôtel de ville. Vous allez avoir une case qui s'ouvre, vous mettez votre batterie vide dans cette case vide et vous repartez avec une batterie pleine. Et cette solution, on la commercialise sous forme d'un abonnement tout inclus qui va vous permettre aussi de faire une économie, de connaître à l'avance votre coût total de mobilité pour fixer les idées. Pour 130 € par mois, vous avez finalement la location de votre scooter. C'est bien un scooter personnel avec le confort qui va avec, kilométrage illimité, la maintenance, l'assurance. Donc vous avez votre coût total de mobilité, ce fameux accès à ce réseau de stations d'échange. Vous connaissez votre coût total de mobilité à l'avance. Et en l'occurrence, c'est plutôt 15% moins cher que le thermique. Donc, quand on a ce type de solutions qui finalement permettent de remplacer des solutions qui polluent, puisqu'aujourd'hui les études de l'ADEME montrent que c'est un scooter thermique pollue 3 à 5 fois plus en termes d'émissions de monoxyde et de particules qu'une voiture. On se dit que, et ça serait complémentaire finalement à votre solution, pour la ville en tout cas, c'est un moyen de mobilité urbaine qui fait sens. Et pour revenir sur la question initiale de la pénalisation, il faut quand même constater que lorsque le stationnement payant a été mis à Paris, ça a été un accélérateur pour le basculement à l'électrique. Donc là où moi je serais à l'aise, entre guillemets, c'est quand il y a des solutions alternatives qui font sens. Avoir une pénalité, ça peut faire sens. En chiffres, vous avez au national une pénétration de l'électrique qui aujourd'hui est simplement sous les 20%. En Ile-de-France, en tout cas Paris plus les départements limitrophes, vous êtes à plus de 50% de pénétration de l'électrique sur le scooter. Donc on voit que ça a de l'effet. Et justement, je voulais rebondir sur cette question du stationnement.
c'est aussi le but de ce stationnement, peut-être enfin, le prix du stationnement renforcé, plus coûteux pour les SUV, en tout cas pour les grosses voitures dans Paris. On utilise les outils qui sont à notre disposition, qui sont des outils, alors pardon, un peu de la novlangue, mais un peu incitatifs, on va dire, aller vers d'autres comportements. Je reviens toujours, je précise juste mon propos peut-être sur la question de la pénalisation, parce que c'est un propos qui fait, je pense, réagir, parce que c'est très utilisé, voire instrumentalisé dans le débat public. C'est-à-dire qu'on a toujours dans le débat, moi quand je fais des plateaux ou des débats, pas ici bien sûr, il y a toujours un seul point de vue, c'est celui d'automobiliste. Comme si on essentialisait les gens en disant vous êtes des automobilistes, et c'est l'automobile façon à l'ancienne. C'est-à-dire que, parce que moi je partage parfaitement la question, j'ai participé à un débat sur la question en étant en débat avec un maire rural à Dole, et la question du covoiturage, elle se pose. Dans le milieu rural, elle est parfaitement posée. C'est vrai qu'elle se pose de manière différente qu'à Paris, où on a beaucoup d'alternatives pour le coup. Mais il y a toujours le truc de l'essentialisation des personnes, style une personne égale un automobiliste. Bon. Non, en fait, il faut toujours prendre le champ dans son ensemble. Et notamment le fait qu'effectivement, on essaye de rééquilibrer. Dans une ville comme Paris, et moi je parle uniquement sur mon territoire, sur le territoire dont je suis élu, dans une ville comme Paris, effectivement, nous rééquilibrons. Nous ne souhaitons plus favoriser l'usage de véhicules qui sont des véhicules individuels, des automobiles individuels. Et c'est vrai, nous souhaitons plutôt le concentrer cet usage-là sur ce que nous pouvons parler. On peut parler de fonctions essentielles. Par exemple, les personnes en situation de handicap, les personnes qui ne peuvent pas faire autrement, les artisans, les professionnels. C'est pour ça qu'on les aide en leur attribuant d'ailleurs de l'espace. Ou la voiture, nous la considérons, et nous souhaitons la considérer, comme un usage collectif, soit parce qu'elle est partagée, soit parce qu'elle est co-utilisée. Voilà. Donc ça c'est pour nous, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et puis, de favoriser d'autres types de mobilité. Alors évidemment, le mass transit, les transports en commun, c'est ça le cœur de l'affaire. D'ailleurs, c'est ça le débat aujourd'hui beaucoup sur les Jeux Olympiques, mais aussi tout type de mobilité qui rentre dans le portefeuille que nous, on parle ensemble de mobilité décarbonée. La solution que vous proposez, on était allé la voir au Monoprix, je crois, sans vouloir faire de publicité, outre trop. C'est ça qu'on essaye effectivement de faire. Pour ça, on a plein d'outils. Le premier outil que nous utilisons, c'est la question de l'espace. C'est que nous avons un espace qui est un espace limité, voire très rare à Paris. L'espace public est très rare. Donc ce que nous faisons, c'est que nous réduisons l'espace qui est dédié à la voiture pour le redonner à d'autres usages. Et donc, l'usage, ça peut être la végétalisation, bien sûr, mais en termes de mobilité, puisque c'est le sujet de ce débat, eh bien, le vélo, tout le monde l'a vu, avec des pistes cyclables et tout autre usage. Lié aux mobilités, par exemple la marche à pied, 100 hectares dédiés à la marche à pied que nous souhaitons créer. Et puis à côté de ça, effectivement, il y a des incitations financières, je crois qu'on ira, mais on va y aller, mais par contre il y a des désincitations financières. Et ça, c'est le coût du stationnement. C'est aujourd'hui, quand vous utilisez une voiture thermique qui est très grosse, très lourde, qui est dangereuse, dont on sait qu'elle est néfaste pour le climat et donc finalement pour notre bien commun à tous aujourd'hui et demain, eh bien, est-ce que ce n'est pas finalement le minimum que de faire surpayer d'une certaine manière ces personnes pour l'usage de l'espace public, parce que le coût que nous subissons tous collectivement, tous et toutes collectivement, il est énorme et donc il n'est pas anormal de les faire contribuer. L'argent qui sera récolté potentiellement de cette mesure servira au déploiement de vélos, Il servira à nos écoles, il servira beaucoup plus large, à la beauté de la ville, il servira à la solidarité. Dans le stationnement, il est versé directement dans le budget de stationnement, dans le budget de la ville, donc il n'est pas, mais pour être peut-être plus précis, nous investissons de manière massive dans la transformation de l'espace public. Ce sont des centaines de millions d'euros que nous mettons sur un confetti, quand même, c'est 10 km sur 10 km Paris. Donc, en fait, on met beaucoup d'argent pour aménager et transformer la ville dense.
Donc, les rues aux écoles, ben voilà, là où ça va aller, la rue aux écoles, c'est 400 000 euros. Place de la Catalogne, par exemple, en moyenne, place de la Catalogne que nous végétalisons complètement, je crois que c'est 7 millions d'euros. Lorsqu'on fait la place Félix-Éboué dans le 12e arrondissement, qui est aujourd'hui un rond-point routier, et que nous souhaitons en faire un espace dédié à des mobilités qui sont des mobilités douces et actives, eh bien, c'est 8 millions d'euros. Je pense qu'on sera d'ailleurs un petit peu plus. Ça, c'est de l'argent qu'il nous faut. Et c'est de l'investissement. Et surtout, ce n'est pas de l'investissement comptablement profitable tout de suite. Quand vous créez un jardin, ça ne vous rapporte rien tout de suite. Quand vous créez des aménités pour faire rouler des bus ou pour organiser pour faire des pistes cyclables, bon, ça ne vous rapporte pas tout de suite, mais vous créez, en tout cas on crée, je l'espère, et c'est ce que nous cherchons à faire, les conditions de la ville face à la question climatique. On parlait des mesures incitatives, justement, je voulais y venir. Sur le covoiturage, il y a eu plusieurs incitations qui ont été mises en place. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que vous avez vu plus de personnes qui ont covoituré sur ces dernières années? Oui. Hop, ça marche, oui. Oui, et notamment sur le domicile-travail. Et peut-être juste avant de rentrer là-dedans, j'ai l'impression que souvent dans le débat, on confond voiture et utilisation de la voiture. Parce que, au fond, est-ce que la voiture est un mauvais mode de transport? Bon, la question est peut-être mal posée, mais je ne pense pas. Si on se dit que la voiture, c'est un minibus c'est bien. À un moment, il faut des bus de plus en plus petits pour aller dans des endroits de plus en plus, en tout cas, peu denses. Alors peut-être moins à Paris, mais déjà dans le périurbain, c'est le cas. Donc en effet, le problème, c'est l'utilisation de la voiture. C'est la voiture qui est très peu utilisée et qui est garée tout le temps, et ça n'a pas beaucoup de sens. Et c'est la voiture qui est utilisée avec une seule personne dans la voiture. Donc, en effet, le covoiturage et d'autres solutions comme l'autopartage, etc., permettent en fait d'améliorer ça. En termes d'incitation, il y a eu 2 moments clés, en fait, vraiment autour du covoiturage domicile-travail. Il y a eu 2019 la LOM, en fait, qui reconnaît ça comme mode de transport, en fait, qui peut être subventionné ou aidé par les collectivités. Et là, plus récemment, 2023, le plan covoiturage. Et en fait, c'est important de parler des deux, en fait, de l'action du plan covoiturage, qui est le plan du gouvernement, qui est assez incitatif pour se lancer dans le covoiturage. Donc en fait, il y avait 100 € pour se lancer dans le covoiturage, alors sur le covoiturage domicile-travail, c'était 25 € d'incitation sur le premier trajet, et ensuite 75 € pour faire les 100 € au bout du 10e trajet. Ça, c'est important parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de barrières aujourd'hui à partager sa voiture. Donc les gens se disent, ça va être compliqué, je vais perdre du temps, je vais devoir faire des détours, il va y avoir quelqu'un dans la voiture, qu'est-ce qu'on va se raconter, Donc, et la réalité, c'est ce qu'on observe, et là on a plein de chiffres là-dessus, c'est qu'une fois qu'on a franchi cette barrière, qu'on a un équipage, qu'on se rend compte que c'est relativement pratique, qu'en fait on ne fait pas des détours incroyables, et qu'on récupère quand même 3-4 € à chaque trajet, x 5 par semaine, etc., qu'on fait le calcul, ça peut faire du 1 800 € d'économie par an. Bah, d'un coup, c'est un geste pas seulement écologique, c'est un geste économique plutôt intelligent. Donc ça, c'était ce qu'a apporté la partie plan covoiturage avec les 100 €. Pour moi, c'est vraiment démarrer la pompe. Le plus important sur le long terme, c'est l'action des collectivités qui en fait subventionnent une partie ou des fois l'ensemble des trajets, qui fait que les passagers payent moins cher, des fois pas du tout, et les conducteurs ou les conductrices vont recevoir 2, 3, 4, 5 € selon la nature du trajet. Sachant que, et j'insiste là-dessus, quand je dis passagers et conducteurs, sont les mêmes. Ce sont des équipages de conducteurs et de conductrices qui alternent en réalité. Donc au départ, tout ça, c'est une population qui est quasiment exclusivement conducteurs et conductrices. Et donc les chiffres, cette année, on va être, en tant que secteur du covoiturage domicile-travail, ça va faire à peu près 8 millions, je pense, peut-être un peu plus, 8 millions de trajets du quotidien. C'était 4, un peu moins de 4 l'année précédente. Et si on remonte pré-Covid 2019, c'était à peu près rien. C'était moins d'1 million. Donc oui, c'est en pleine explosion. Et donc, ça marche. Maintenant, quand on compare ça à ce que je racontais au début, les 15 millions de Français qui utilisent ça tous les jours, j'ai même pas fait le calcul, mais on doit être 0, je sais pas quoi, % de la mobilité en voiture. Donc le chemin est encore très très long. Donc j'espère qu'il y a le facteur 1000 en 15 ans.
Je ne sais pas si vous voulez rajouter peut-être. Ah ben, nous, juste préciser qu'il y a une question de communication en fait, sur tout ça, effectivement, puisque typiquement notre solution de location de scooters électriques est aussi éligible, par exemple, au forfait mobilité durable, qui là aussi sont des sortes d'externalités positives pour aider au financement de la mobilité propre, donc que ce soit le covoiturage, le vélo, mais aussi la location de scooters. Mais c'est quelque chose effectivement qui se sait pas assez. Donc voilà, il y a aussi un besoin de communication plus large auprès des entreprises, mais aussi des salariés des entreprises, donc des concitoyens que nous sommes finalement, pour connaître ces mesures incitatives. Alors ensuite, pour être transparente, vu que c'est pas connu, c'est pas ça qui a eu un levier très fort sur l'extension de notre solution. Nous, ce qui fait le succès entre guillemets de nos solutions, c'est vraiment ces deux axes. La recharge instantanée qui résout véritablement le problème de l'électrique sur le scooter, qui est quelque chose qu'on n'a pas encore réussi à résoudre finalement sur la voiture. Et puis cet accès à cette solution qui est simple et compétitif. C'est-à-dire que le fait, au travers de cet abonnement tout inclus finalement, de pouvoir devenir utiliser de façon personnelle son scooter, avec cette batterie qui, par contre, elle sera partagée. Et donc, les grands chiffres, c'est quoi ? C'est plus de 400 000 swaps qui ont été faits par nos 2000 conducteurs. On est présent à Paris et région parisienne, mais aussi à Nice, à Bordeaux. Et l'idée, donc, c'est de se développer dans d'autres villes et d'autres capitales européennes, mais aussi d'ouvrir, puisqu'on parlait à un moment des véhicules utilitaires, d'ouvrir la recharge instantanée au vélo cargo. Donc, si vous connaissez la carriole que vous voyez bleue, par exemple, dans Paris circuler, le fait de remplacer la batterie de cette remorque tirée par un vélo, cette remorque intelligente par la batterie The Way, c'est ouvrir la recharge instantanée à ce type de véhicule qui peut remplacer des utilitaires, puisqu'on peut porter jusqu'à 350 kg et qui sont des véritables solutions dans la ville. Est-ce que l'idée, c'est aussi d'étendre, alors même si on veut limiter les voitures, mais quand même d'étendre ce système aux voitures électriques ? Alors, sur les voitures électriques, nous, on peut jouer dans la catégorie de la petite voiture électrique. Donc, c'est aussi une solution en ville. Voilà, les amis Twizy pour matérialiser les choses. Et on devient à ce moment-là, non pas la batterie principale, mais finalement un peu l'équivalent du bidon d'essence que vous aviez avant. Donc là, une batterie complémentaire pour toujours avoir cette recharge instantanée. Mais nous, on va jouer vraiment, enfin, si on devait résumer le positionnement finalement de The Way, ça serait devenir leader européen de la recharge instantanée pour la petite mobilité urbaine, du vélo cargo jusqu'à la mini-voiture. On ne pourra pas jouer sur la catégorie des grosses voitures, mais c'est là où il faut trouver, innover et trouver les solutions ad hoc qui répondent à tous les usages. On va parler aussi un petit peu des mobilités douces, puisqu'on l'a pas trop abordé. Il y a aussi des aides sur les mobilités douces. Il y a des voies qui sont aussi en construction, il me semble, notamment en amont des JO. Est-ce que vous pouvez un peu répéter les aides de la ville de Paris, notamment les aides qui existent pour les personnes qui ne seraient peut-être pas au courant, parce que voilà, on parlait de la communication peut-être qui est où on a un peu plus de mal à savoir à quelles aides on a le droit. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez... Alors peut-être juste, je ne vais pas faire la liste de toutes les aides, parce que déjà, d'abord, la ville de Paris, elle est très active. On parlait d'incitation, donc il y a énormément d'aides. La collectivité, elle s'engage. Et elle s'engage aussi sur un plan individuel. Elle s'est d'ailleurs engagée très fortement, puisque je pense que pour le coup, nous avons joué un rôle majeur. Ce n'est pas le seul. Évidemment, la crise du Covid est passée par là. Elle a eu pour effet de développer, en tout cas dans les centres urbains, la mobilité douce et en particulier le vélo. Mais par exemple, le vélo électrique, la solvabilisation du marché du vélo électrique il y a 10 ans a été enclenchée par des collectivités comme Paris, puisque nous avons donné 400 €, je crois, à toutes les personnes qui achetaient des vélos électriques. Je vais juste peut-être donner la philosophie des aides aujourd'hui. D'abord, évidemment, ces aides, elles sont destinées à aller soit vers des usages plus vertueux de l'automobile, par exemple des véhicules électriques pour les professionnels, soit 6 000 €, soit vers des catégories qui nous semblent effectivement des catégories fonctionnelles d'une certaine manière, pardon de parler comme ça, mais par exemple effectivement les pros, certains artisans, tout ça ont droit à des aides. Et puis troisième chose, c'est effectivement de concentrer les aides sur celles et ceux qui en ont véritablement besoin.
Et je le dis à science parce que la question du vélo électrique a été pour nous aussi une sorte de test grandeur nature. C'est que nous avons effectivement financé le marché, ou en tout cas aidé à financer le marché, à solvabiliser ce marché qui était nouveau et qui aujourd'hui effectivement est extrêmement dynamique, même s'il a des difficultés en ce moment. Et que, quel que soit votre niveau de revenu, vous pouviez bénéficier d'une aide de 400 €. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est certaines catégories, je crois que c'est vraiment quand vous êtes étudiant ou que vous avez peu de revenus, que vous pouvez bénéficier d'une aide. Mais l'avantage, c'est qu'elle est cumulative avec celle de la région, comme quoi on est capable de faire plein de choses au-delà de nos divergences politiques et qui conserve une aide, elle, sans discrimination de revenus. Mais je pense, moi, que c'est une des clés d'éviter de saupoudrer les aides. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a plus besoin. Le marché du vélo électrique, il est là, il se développe. Il n'y a plus besoin pour la collectivité de donner à tout le monde. Il faut le préciser, il faut le concentrer sur des gens qui en ont véritablement besoin, voire remonter les aides pour celles et ceux qui en ont besoin. C'est la même chose pour la question notamment de la transition des motorisations pour les voitures. Aujourd'hui, je pense que l'échec, ou en tout cas les difficultés que rencontrent les ZFE, c'est aussi parce que les aides n'ont pas été suffisamment ou ne sont pas suffisamment ciblés sur les personnes qui en ont véritablement besoin, c'est-à-dire celles et ceux qui sont assignés à l'automobile et qui ne peuvent pas ou qui ont des difficultés à passer à des véhicules qui sont des véhicules de critères 1 ou 0. Et c'est ça en fait le sujet, ne saupoudrons pas. Il y a des gens qui aujourd'hui, il y a plein de gens qui peuvent, je pourrais vous raconter plein d'anecdotes sur le sujet, notamment avec des anciens ministres, mais il y a plein de gens aujourd'hui qui ont les moyens de s'acheter un vélo à 1 500 € ou à 2 000 €. Voilà, en plus, on est dans une ville particulière avec une sociologie. Moi, je préfère concentrer mon argent, en tout cas l'argent public, sur celles et ceux qui ne peuvent pas le faire. Et bien, c'est la même chose à un niveau national. Et c'est ce que nous portons aussi auprès du gouvernement, c'est de concentrer les aides là où elles en ont besoin. Il y a plein de gens qui peuvent acheter des véhicules électriques ou qui peuvent changer de véhicule pour aller vers des véhicules avec des motorisations plus propres, plus adaptées et qui peuvent circuler ou qui pourront circuler dans les ZFE. Et puis par contre, il y a plein de gens qui effectivement ont des Clio ou des petites voitures qui datent d'il y a 15 ans et à qui on dit non, vous ne pourrez pas circuler à Paris et qui se disent moi je ne peux pas acheter les nouveaux modèles parce que c'est vraiment très cher. Et ça, c'est un sujet. Et c'est un sujet qui n'est pas qu'un sujet économique ou climatique, c'est aussi un sujet démocratique et de cohésion politique. Vous voulez rajouter avant de... Oui, juste en complément, je suis en phase. Mais il y a peut-être aussi un autre angle à avoir en tête. C'est quand on parle de mobilité, on parle aussi généralement en fait, d'infrastructures. Et on parle de solutions qui vont être proposées pour essayer de favoriser ou baisser le coût d'accès. Si on parle par exemple du modèle locatif, lorsqu'on dit qu'on va pouvoir faire une formule avec une location, un abonnement tout inclus, donc c'est le cas sur notre solution The Way, mais on en parle aussi pour la voiture, ça veut dire derrière qu'il y a généralement une entreprise qui va finalement porter les assets. Donc en l'occurrence, si on parle de The Way, nous on va porter finalement, puisqu'on reste propriétaire de notre réseau de stations d'échange, de nos batteries, de nos scooters. Et donc il y a une autre forme d'aide pour moi à aller chercher en termes de financement, donc auprès de nos partenaires actionnaires en fait, en quelque sorte. C'est d'être aidé justement pour ces financements de l'infrastructure qui se construisent dans le temps. Donc si on avait besoin d'aide publique, je pense que c'est pour atteindre un certain niveau de volume, le temps que le coût de la technologie baisse. Et c'est aussi avoir des aides d'acteurs tels que, il me semble reconnaître le DG de M. Sichel de la Banque des Territoires, qui est l'un de nos actionnaires, c'est ce type d'acteurs d'infrastructures en fait, qui aident finalement à porter les financements qui vont permettre de donner un accès beaucoup plus compétitif à chacun des concitoyens, donc y compris ceux que vous mentionniez finalement. Merci à tous les trois. Je crois qu'on arrive au terme de cette table ronde. Maintenant, place à la prochaine avec Philippe Mabille. Dette zéro ou dette écologique, que choisir ?